qu'est-ce que c'est que Transform? Eh bien, c'est un programme d'accompagnement des patients. Vous l'avez compris à travers les deux exposés qu'on vient d'avoir et encore plus dans ceux que nous aurons tout à l'heure, on est à l'heure actuelle, vous êtes à l'heure actuelle à un moment de grande transformation de vos traitements avec de toutes nouvelles thérapeutiques. Et il était important, il nous semblait important pour le groupe de travail avec les patients, avec certains patients de l'AFH, certains soignants, de revoir les programmes d'éducation thérapeutique. Et on s'est dit que vraiment, il fallait qu'on réfléchisse avec vous à l'arrivée de ces nouvelles molécules. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée la notion de programme d'accompagnement. Et ce programme, on l'a appelé Transform, parce qu'il concerne vraiment, enfin, c'est vraiment une transformation des patients. Donc, cet exposé va être fait par Sophie Heisseger et Christophe Besson, qui vont se renvoyer la balle pendant cette présentation. Ils vont alterner dans la présentation. Et on aura ensuite une discussion pour essayer de répondre à vos questions. Et c'est Fabrice qui reprendra la parole à ce moment-là. Donc, je pense que maintenant, on doit passer la parole à Sophie et Christophe. Sophie est totalement spécialisée, elle est médecin à l'origine. Elle est médecin et s'est consacrée depuis de nombreuses années à l'éducation thérapeutique et en particulier en partenariat, dans un partenariat entre EduSanté et l'Association française des hémophiles. Et Christophe est hémophile et il fait partie de notre groupe de travail sur l'éducation thérapeutique. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Annie. Donc Christophe, tu peux démarrer. Alors, Christophe, donc comme on vous a dit, je suis pas un professionnel de santé, mais un patient parent ressource de l'AFH en éducation thérapeutique. Et donc, on va vous parler du programme Transform. Donc, pourquoi un programme d'accompagnement? Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en vous parlant de ma situation. Donc, je suis hémophile A sévère avec un inhibiteur. Et je suis actuellement sous prophylaxie avec un nouveau traitement qui me permet et qui permet à tous les hémophiles A de ne plus saigner. Donc, ce produit est un anticorps monoclonal humanisé. Donc, il me permet de ne plus avoir de saignement et d'hémarthrose. Je ne saigne plus depuis que je l'utilise, c'est-à-dire plus de 2 ans. Mais, parce qu'il y a un mais, ce produit qui m'arrête d'avoir des hémarthroses ne me permettrait pas d'arrêter une hémorragie. Alors, quand je dis une hémorragie, je parle de gros traumatisme. Puisque dernièrement, j'ai subi une extraction dentaire de 2 dents de sagesse et je n'ai eu aucun saignement avec ce nouveau produit. Mais, si j'avais eu une hémorragie, et pour arrêter cette hémorragie, il me faudrait un traitement complémentaire à cet anticorps monoclonal. Alors, pour les hémophiles A avec inhibiteur, ce traitement serait soit du FEBA, soit du Novoseven. Et pour les hémophiles A sans inhibiteur, du facteur 8. Et c'est là que ce programme d'accompagnement est très important. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en associant les deux traitements, vous avez le risque d'hypercoagulation, ou si vous préférez, de thrombose. Dans tous les cas, il y a des risques plus ou moins importants, mais ces risques sont plus particulièrement augmentés pour les hémophiles A avec inhibiteur traités avec FEBA. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais sachez que le FEBA est un puissant multiplicateur de facteurs. En ce qui me concerne, je ne peux pas vous parler de ces risques, puisque je n'ai plus de saignement et encore moins d'hémorragie, qui demanderait de m'injecter un produit complémentaire, comme du Novoseven ou du FEBA, à ce nouveau produit, l'anticorps monoclonal. Aussi, ce qui est déroutant avec cet anticorps monoclonal, c'est que tout ce que vous avez appris pour traiter un saignement, aujourd'hui, avec ce produit, toutes ces indications ne sont plus à faire. On vous disait de vous injecter un produit anti-hémophilique dès la moindre suspicion de saignement. Avec ce produit, on vous dit surveillez, mettez de la glace et attendez. Parce qu'avec ce produit, la plupart des saignements sont neutralisés. La posologie, très sensible, le mode d'injection sous-cutané, la fréquence des injections, une fois par semaine, l'endroit où injecter ce produit, le ventre, tous ces points sont différents de ce que je connaissais.
Un autre point à prendre en compte, c'est qu'il vous faudra bien une année pour apprendre et comprendre le fonctionnement de votre nouveau corps. Au début, on est en totale observation, on constate les chocs, les petites flexions forcées, les blessures, parce que toutes ces petites choses qui pouvaient prendre une importance dramatique, aujourd'hui, je ne fais plus attention parce qu'elles n'ont plus d'importance. Enfin, c'est pour ces raisons qu'un programme d'accompagnement vous renseignera sur les choses à savoir et à faire en cas de besoin. Comme, par exemple, une des plus importantes, appelez le plus rapidement possible votre médecin de votre centre de traitement pour évaluer le saignement afin de mettre en place une prise en charge adaptée à votre besoin. En résumé, les programmes d'accompagnement pour ces traitements innovants, en fait, à t'entendre, Christophe, donc c'est pour aider les personnes à rester en sécurité compte tenu du risque, là, tu as cité l'hypercoagulation, hein, associé à un traitement innovant, et puis c'est aussi pour aider les personnes à faire face à un réel changement dans leur vie, et puis aux modifications qui concernent le suivi dont a parlé docteur Haroche. Alors Christophe, tu nous as exposé ton expérience, mais peut-être tu peux nous dire les préoccupations en fait des personnes sous Amnibra qui nous ont conduits à monter ce programme. Eh ben, au sein de la FH, nous nous sommes posés un maximum de questions pour essayer justement de répondre aux attentes les mieux possibles. Les questions portaient sur, donc, on m'a parlé de risques exceptionnels d'hypercoagulation liés à ce médicament. Donc, j'en ai parlé. De quoi s'agit-il? Comment je vais savoir? Quel signe doit m'alerter? Si je dois me rendre aux urgences, comment cela va se passer pour me faire entendre? Car on m'a dit que maintenant, avec ce médicament, les tests biologiques de coagulation devenaient normaux. Mon suivi doit être renforcé. Est-ce que je vais être moins autonome? Je ressens moins les saignements. Comment faire la différence entre la douleur articulaire et le début d'un saignement? Ce médicament donc n'est pas un facteur de coagulation. Donc comment il va me protéger? Encore quelques autres questions. Ce médicament n'est pas le traitement du saignement, mais alors comment je me traite en cas d'accident hémorragique? Ce médicament, c'est par voie sous-cutanée. Est-ce qu'il y a d'autres choses à connaître? Le risque du saignement diminue. Est-ce que je suis toujours hémophile? Je me sens une autre personne. Est-ce que tout le monde ressent cela? Alors, en fait, face à toutes ces questions, un groupe de travail a apporté des réponses. Et les personnes, en fait, vont trouver ces réponses sous forme dans des ateliers, en présentiel, en collectif. Donc ça, c'était prévu avant cette malheureuse pandémie de la Covid. Mais donc, lorsque la Covid est arrivée, eh bien, on s'est dit qu'on allait adapter ces ateliers en présentiel, qu'on allait pouvoir faire une autre offre en parallèle, qui étaient des ateliers proposés à distance, en visioconférence, avec d'autres patients et parents. Qu'il s'agisse de ces ateliers qui sont prévus en présentiel, hein, avec d'autres gens en face-face, ou en visioconférence, eh bien, ça dure à peu près 1h30 à 2h. Ce sont des échanges qui sont préservés par un nombre limité de participants, on compte 6 à 8, animés par des professionnels de santé et des patients parents ressources, donc par exemple comme Christophe, c'est-à-dire des patients et des parents qui se sont formés à animer avec les soignants, à animer des séances pédagogiques. Et donc pédagogique, ça veut dire, qu'il y a un apprentissage vraiment qui fédère tous ces ateliers et qui est fondé sur des méthodes participatives avec des échanges, parce que l'interactivité, c'est vraiment le point fort de ces ateliers. On n'est pas dans des réunions d'information, mais vraiment d'aider les patients à apprendre, à acquérir ou à maintenir des compétences pour leur permettre de mieux vivre avec ce traitement innovant. Alors, face à toutes ces préoccupations qu'on a listées, qui n'étaient peut-être pas exhaustives, mais on vous en a cité quelques-unes, donc on a vraiment recensé toutes les préoccupations des patients. On a créé des ateliers qui étaient proposés à la carte. Donc, par exemple, un atelier, comment ce traitement va me protéger, qu'est-ce qui change par rapport à avant, qu'est-ce qui change dans le traitement de mes accidents hémorragiques, qu'est-ce qui change dans ma vie avec l'hémophilie? Qu'est-ce qui change dans mes symptômes? Qu'est-ce qui change dans mes injections avec ce traitement?
Qu'est-ce qui change lorsque je me rends aux urgences, hein, Annie Haroche et Christophe, enfin, ont bien signalé que voilà, ça n'allait pas être la même chose qu'avant. Et qu'est-ce qui change dans mon suivi? Eh bien, prenons par exemple, je ne vais pas pouvoir vous les passer en détail, mais prenons par exemple l'atelier qu'est-ce qui change lorsque je me rends aux urgences, et je vais vous faire un petit focus par exemple de comment on fait travailler les participants pour les aider à acquérir des compétences et être plus à l'aise lorsqu'ils vont se rendre aux urgences. Alors, par exemple, donc on va aider, donc d'abord rappelons les objectifs de cet atelier, on va aider les patients, enfin les personnes, à être capables d'adopter un comportement réflexe en cas d'urgence, de sélectionner les informations à transmettre aux urgentistes, d'établir un climat de confiance avec l'urgentiste tout en exposant avec fermeté ces informations, et ce n'est pas simple, on le sait, parce qu'on est dans une situation de stress, et puis être précis dans son récit. Alors, voilà, par exemple, on va proposer aux 6 à 8 participants des situations qui évoquent des circonstances de choc et donc susceptibles de se finir aux urgences, et on va leur demander d'en choisir une. Bon, admettons qu'une majorité des personnes ait choisi la chute à vélo, parce que là on voit que le vélo à terre, donc on imagine que le malheureux cycliste, il est tombé. Donc, on va proposer une situation qui est donc proche de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire Jean a chuté en vélo, il se relève, mais il a très très mal à l'épaule. Il a du mal à bouger son bras. Un passant se précipite et appelle le 15. Les pompiers arrivent et l'emmènent aux urgences. Deuxième stress, il n'a pas son portefeuille avec sa carte d'hémophilie. Jean est un peu secoué, mais il essaie de se rappeler ce qu'il doit absolument dire aux pompiers. Et on va demander aux participants, aux 6 à 8 participants, d'aider Jean à retrouver sa mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit dire, même s'il n'a pas sa carte, qu'est-ce qu'il doit dire aux urgentistes d'essentiel alors qu'il est sous ce traitement innovant. Alors, évidemment, les participants vont certainement dire, le mieux, c'est qu'il ait sa carte. Mais oui, en fait, on va aider les patients à mémoriser des messages, enfin, de façon un peu réflexe, des informations essentielles à transmettre aux urgences. Voilà, ça c'est le mode de pédagogie qu'on va utiliser. Je vais vous en montrer un autre atelier très rapidement. Qu'est-ce qui change dans ma vie? Alors là, on va passer par donc là, l'idée, c'est, je rappelle les objectifs, l'idée, c'est d'exprimer son vécu par rapport à sa nouvelle manière de vivre avec son hémophilie, de prendre conscience de la transformation apportée par ce médicament sur sa manière de vivre, mais aussi d'identifier des ressources si il y a un impact négatif sur certaines dimensions de la transformation, alors qu'on peut imaginer que sous ce traitement innovant, tout va être formidable. Mais peut-être que certains patients ont certains impacts négatifs qu'il va falloir faire émerger et faire travailler avec les autres participants pour trouver des ressources. Donc, on va demander sur une douzaine de photos de choisir, alors voilà, c'est par exemple cet exemple de photo, de choisir une photo qui illustre le mieux les bénéfices apportés par ce médicament sur sa vie, mais aussi les inconvénients. Alors, si je prends la photo 4, alors en fait, la photo est un médiateur. Hein. La photo 4, par exemple, elle va être prise par des participants parce que ils vont dire, bah moi je vois tout au bout un rayon de soleil et vraiment ma vie, je suis plus la même personne, ça y est, ma vie est rayonnante, ce médicament m'a apporté vraiment un tel changement dans ma vie que maintenant c'est plein soleil. Mais cette photo, en fait, comme c'est un médiateur et ça aide les personnes à s'exprimer, peut-être qu'une autre personne va dire, moi, en fait, cette photo, je repère j'ai pris cette photo parce que il y a des zones d'ombre. Et avec ce médicament, en fait, il y a des zones d'ombre. C'est-à-dire que si vous m'avez demandé de choisir une photo avec inconvénient, c'est celle-là, parce que les zones d'ombre, chez moi, c'est que je me sens moins autonome. Moi qui ai toujours vécu avec mes 40 ans d'hémophilie à être le plus autonome possible, là maintenant, il faut que je téléphone à mon centre, il faut que j'ai un suivi renforcé. Et ça, c'est difficile pour moi à vivre psychiquement.
Alors là, l'animateur, enfin le professionnel de santé, les patients ressources vont établir un échange pour que tous ensemble, en fait, on puisse aider la personne qui a dit ça à trouver des ressources pour surmonter ce désagrément et trouver ensemble. Voilà, je crois que voilà. Donc Christophe, peut-être que tu peux nous dire maintenant, en fait, concrètement, comment on participe à ce type de programme. Donc, ce programme d'accompagnement Transforme est destiné aux patients qui sont déjà sous traitement. Et nous invitons les patients sous ces traitements innovants de se rapprocher dès à présent de leur comité régional et de leur centre de traitement, le CRC-MHC, afin de réserver les ateliers qui les intéressent. Or, ces sessions sont organisées, comme tu l'as dit, Sophie, soit en présentiel par le comité régional avec le centre de traitement, soit à distance en cas de période sous Covid, par l'AFH et les AFH régionales. Voilà. Donc, je sais pas, avant de clore cette séance, Annie, Sophie, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Alors, en ce qui me concerne, non. Merci beaucoup pour cette présentation interactive très agréable. Et je vais passer la parole à Fabrice Pilorget, qui est donc le directeur général de l'AFH et qui voudrait, à ce propos, dire quelques mots. Merci beaucoup, Annie. J'en profite pour dire bienvenue à tout le monde et remercier tous les orateurs qui sont mobilisés pour toutes les sessions que nous aurons les 15 prochains jours. Je voulais juste faire une précision. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un programme d'accompagnement autour d'une molécule. Et la molécule, on n'a pas prononcé le mot pendant l'ensemble de la présentation. L'objectif, c'est bien de vous présenter un processus et pas de vous parler de la molécule. Vous avez, j'ai vu dans les questions que vous avez posées et auxquelles vous aurez des réponses dans la session de questions-réponses, bien entendu, et évoquer précisément cette molécule. Notre projet, ce pourquoi on vous a présenté ce programme, c'était pour vous montrer la démarche que souhaite avoir l'AFH de façon systématique quand de nouveaux traitements qui sont des traitements de rupture ou en tout cas fortement innovants, qui changent à la fois les habitudes et qui changent la vie, c'est ce type de programme qu'on essaiera de mettre systématiquement en place de façon régulière et par les différents moyens dont on vous a parlé, évidemment toujours le présentiel en groupe et bien entendu le à distance autant de fois que ce soit nécessaire. Voilà, je voulais faire cette précision et l'AFH voulait faire cette précision parce que c'était bien important de dire il ne s'agissait pas d'un atelier d'éducation thérapeutique, mais bien de la présentation d'une démarche et une démarche qui sera renouvelée autant que de besoin à chaque fois qu'un produit ou des produits arriveront qui changent la vie et qui changent les habitudes d'utilisation. Voilà, je voulais faire cette précision. Je regarde si on a des questions spécifiques sur ce programme. Oui, nous avons une question. Qu'est-ce qui est prévu en termes de séances d'ETP en visio pour les patients de la France entière? Ou bien est-ce que c'est par région? Donc, autrement dit, est-ce qu'il s'agit de séances d'ETP par région ou est-ce qu'il y a des séances d'ETP qui seront faites pour la France entière? Peut-être Sophie, tu peux répondre. Sinon, je peux répondre si tu veux. J'aurais dit les deux. C'est peut-être plutôt Fabrice qui va répondre. Alors oui, je vais répondre. Donc, on va mener des sessions à l'échelle nationale, probablement deux sessions complètes, donc de 7 ateliers. Donc, on va le faire pour les gens qui le souhaitent, mais les centres de traitement et les AFH en région pourront aussi mener ces sessions à distance, autant que nécessaire, autant qu'elles le peuvent, autant qu'elles le souhaitent. Et donc, l'outil à distance n'est pas encore tout à fait finalisé, mais chaque centre et chaque AFH en région recevra l'information nécessaire et la formation nécessaire pour animer ces sessions à distance, sont en cours de finalisation avec ce groupe de travail pluridisciplinaire dont on vous a parlé. Pour résumer, en fait, on essaye de démultiplier
on va essayer de démultiplier l'offre autant que de besoin. Évidemment, il faut compter sur la bonne volonté des uns et des autres pour les mettre en œuvre. Mais si dans votre région, il n'y a pas de session à distance, ou que pour une raison XY, vous préfériez suivre les sessions nationales, vous pourrez suivre les sessions nationales. Mais nous espérons vivement qu'il y aura des sessions en région. Après, il faut juste le temps que ça se mette en place, l'apprentissage de l'outil. Hein. Tout le monde n'est pas encore au taquet, je dirais, sur l'éducation thérapeutique à distance, mais ça avance très vite. Et comme vous l'avez vu pendant le confinement, l'AFH a mis en place 2 ateliers qui étaient, un, se préparer aux urgences, et 2, gérer le stress par l'activité physique. On est en train d'en préparer un autre qui sera bientôt disponible, et enfin en tout cas je l'espère, visiblement il sera bientôt disponible, sur préparer sa téléconsultation. Donc on essaye de démultiplier l'offre pour répondre aux besoins dans le contexte, mais aussi répondre à des besoins qui étaient peut-être pas couverts, de personnes qui sont plus à distance du centre, qui n'ont pas forcément envie d'y revenir pour une séance d'éducation thérapeutique. Et j'en profite vraiment pour remercier le groupe ETP de l'AFH qui fait un gros effort en ce sens, et Sophie qui œuvre pour que on transforme, je dirais, les modes d'action de l'AFH, et notamment permettre de faire de l'accompagnement à distance, ce qui n'est pas si simple que ça. Je voudrais juste ajouter d'ailleurs que je remercie, ajouter ce que vient de dire Fabrice, que je remercie beaucoup, bien sûr, tout le groupe de travail, mais aussi tous les patients ressources de toutes les régions qui vont accepter de participer à ces ateliers virtuels, puisque c'est le terme qu'on utilise maintenant, et qui seront au niveau national. C'est important que les patients ressources participent à ces ateliers. On nous demande le délai pour la mise en place de ces sessions finalisées en visio. Alors, l'outil est presque prêt. On est en période de congrès, donc vous imaginez que il faut le finaliser. Puis il va y avoir les sessions de formation et de training. Je pense que, en tout cas, on pourra commencer probablement début décembre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. Oui, oui. Voilà, début décembre. En tout cas, je l'espère, on fait tout le nécessaire pour y arriver. C'est d'autant plus important là que, effectivement, l'accès au centre de traitement en période de confinement va être forcément réduit, et que les personnes qui sont passées sous ce traitement ont besoin, enfin peuvent avoir besoin d'avoir recours à ces actions d'accompagnement. Voilà, c'est fait pour être le plus facilement possible utilisable dans la vie courante. Il y a 7 ateliers, comme on vous l'a dit. Vous ne serez pas obligé de les faire tous, même si certains sont un peu des prérequis. Et vous aurez la possibilité de choisir plusieurs dates pour faire les différents ateliers, ou en tout cas plusieurs créneaux. Voilà, je pense que il faut qu'on arrête cette session parce qu'il y a un peu de retard. Vous n'oubliez pas que tout à l'heure, en fin d'après-midi, toutes les questions plus précises sur les traitements et les médicaments, il y aura une session de questions-réponses, et c'est à ce moment-là qu'on vous répondra. Bien, je voudrais clore cette session. Donc, merci Annie, merci à tous les orateurs.